Chers amis, eh bien le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation de jeux vidéo en JavaScript. Et avant de poursuivre notre aventure, eh bien on va faire une petite halte parce que j'ai commis un impair par rapport à la vidéo précédente. En effet, je préparais la vidéo d'aujourd'hui et je viens de me rendre compte en lisant ici le source que j'ai commis un impair. J'ai commis un oubli qui est important parce que ça ne marchera pas. Alors de quoi parle-t-on? Donc là, on se souvient, la dernière fois on avait créé une classe, donc un plan d'objets, qu'on avait appelé particules pour créer des particules. Et on avait passé dans le constructeur, donc la fonction qui va être appelée en tout premier pour créer cette fameuse particule, on avait passé des arguments par défaut, donc la position X, par défaut au milieu de l'écran, la position Y, la milieu de l'écran par rapport à la hauteur, on lui avait passé le rayon, donc on avait appelé rad, et on lui avait passé la couleur. Mais regardez ce que j'ai fait. Donc une variable couleur égale, entre parenthèses, 200, 0, 200. Et ça va pas. En fait, là, pour définir une couleur, il faut aller prendre dans la bibliothèque P5.js une fonction qui s'appelle color. Donc là, à mon humble avis, donc 200 en R, 0 en G et 200 en B, donc rouge, vert, bleu, donc ça fait une sorte de violet. À mon humble avis, il n'y aura pas de violet. Donc si je fais un CTRL S, si je lance à nouveau la machine, donc si j'appelle mon navigateur, donc vous voyez là, j'ai pas du tout de violet, hein, pas du tout même. Donc si on veut du violet, il faut que je rajoute le mot qui manquait, c'est-à-dire, je viens ici, donc j'ai oublié un mot fondamental, c'est le color évidemment, d'accord? Donc grâce à cette fonction color 200, 0, 200, là oui, là maintenant P5.js va me créer une couleur. Cette couleur, je vais la mettre dans ma variable couleur, qui sera ensuite elle-même dans une variable d'instance, donc de particules, qui sera appelée couleur. Donc pardon les amis, j'ai oublié le mot color, et dans la particule ici, et j'ai également oublié ici le terme color, hein, dans cette partie-ci. Donc CTRL S, on rappelle le programme. Donc là, je retrouve mes couleurs qui vont bien. D'accord? Donc pardon pour cet oubli, mais c'est pas facile de faire des vidéos et en même temps coder. Donc je vous rassure, c'est quelque chose de pas facile, surtout quand on n'a pas l'habitude. Bien, alors, où va-t-on? Eh bien, le propos de toute cette vidéo, c'est d'aboutir à la fin à créer un casse-brique. D'accord? Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu de casse-brique, un petit rappel du casse-brique. Donc, ce que je fais un petit schéma. On va mettre ça ici. On va mettre ceci en icône basse. Donc, on va prendre ça, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un casse-brique? Donc, grosso modo, donc vous avez un écran hein, qui sera de dimension donnée. Et vous avez ici au milieu de l'écran, enfin, au milieu de l'écran, plutôt vers le bas, vous avez ce qu'on appelle une raquette, un paddle. Et ce paddle pourra se déplacer et vers la gauche et vers la droite. D'accord? Alors, comment va-t-il se déplacer vers la gauche ou vers la droite? Eh bien, simplement en utilisant les flèches directionnelles de votre clavier. D'accord? Donc, on aurait pu choisir des lettres ASCII du clavier, A, Z, Q, S, etc. Bon, là, pour faire plus simple, on va utiliser les touches gauche, droite du clavier, les touches directionnelles. D'accord? Donc, quand on appuiera sur la touche vers la droite, votre paddle ira vers la droite, comme ceci. Il s'arrêtera sur le mur, donc on va l'empêcher d'aller plus loin que le mur. Et de même, quand on ira vers la gauche, donc votre paddle, donc votre raquette, se déplacera vers la gauche et on va la bloquer ici sur le mur. Bien, donc le paddle peut se déplacer soit vers la gauche, soit vers la droite. Si vous relâchez le clavier, eh ben le paddle s'arrête. Donc attention, le paddle n'agit, ne bouge que s'il y a action. Donc tant que j'appuie sur la flèche gauche, il se déplace vers la gauche. Tant que j'appuie sur la flèche droite, il se déplace vers la droite. Et si j'arrête d'être sur la gauche ou sur la droite par rapport à mon clavier, eh bien le paddle s'arrête. Bien. Alors ce paddle, se déplaçant, une balle va arriver. Donc il va avoir une balle qui va apparaître dans l'écran, ici. Et bien cette balle va rebondir un peu partout. Entre autres, il va rebondir sur des blocs. On aura des blocs ici qui vont se mettre en une sorte de matrice. Donc on aura des blocs de couleurs différentes. Et la balle va rebondir sur ces blocs. Quand elle touchera un de ces blocs, eh bien vous gagnerez des points. D'accord ? Le propos, c'est grâce à la raquette de maintenir le plus longtemps possible la balle dans l'aire de jeu pour qu'elle vienne en interaction avec les blocs pour enfin gagner des points. Attention, si votre balle, donc si je fais ça, si la balle se déplace, elle vient toucher le bas de l'écran, eh bien malheureusement vous perdez un point de vie. D'accord? Donc on va se donner 3 points de vie au départ. Si vous perdez vos 3 points de vie, bah vous avez perdu votre jeu, il faudra recommencer. D'accord? Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est une mécanique très simple. Une petite raquette qui va se déplacer vers la gauche ou vers la droite. On va la bloquer à gauche, on va la bloquer à droite. Elle ne peut pas se déplacer vers le haut, donc c'est des mouvements très simplistes. Pour l'actionner vers la gauche ou à la droite, je dispose ici d'un clavier avec des flèches directionnelles.
flèche gauche vers la gauche, flèche droite vers la droite. Une balle rebondissante se déplace dans cet espace. Alors bien quand elle rencontre un mur, eh bien elle change de direction, hein. Il y a un rebond, donc il y a un angle de rebond qui est totalement différent de l'angle d'incidence, d'accord? Donc la balle arrive sur le mur, elle rebondit, elle part avec un autre angle, elle revient sur le paddle la repousse vers le haut, etc. Donc le but c'est de maintenir le plus longtemps possible la balle dans l'aire de jeu, et si par malheur la balle touche le bas de l'écran, donc c'est-à-dire si la balle arrive soit ici, d'accord? Eh bien, dommage, vous avez perdu un point de vie. Donc vous avez 3 points de vie. Donc voilà, la mécanique du jeu est très simple. Bien. Alors, de quoi a-t-on besoin? Et comment faire pour récupérer? Alors déjà, comment va-t-on récupérer tout pour faire le jeu? Vous avez 2 solutions. Soit vous programmez votre jeu au fur du temps, en même temps que je vous montre les vidéos, soit vous récupérez directement le source. Donc le source est disponible, il est à votre disposition. Alors où allez-vous trouver le source? Eh bien le source, je l'ai déposé dans un GitHub, d'accord, dont l'adresse est celle-ci. Donc vous tapez dans votre navigateur, vous allez sur https github.com /paddle.js. Donc en tapant cette adresse, vous aurez accès à cette page-ci, d'accord. Ensuite, eh bien, donc vous avez tout le projet est ici, d'accord. Alors j'ai mis sur le GitHub tout le projet je crée mon serveur local. Donc j'ai pas mis les programmes Node et Express pour créer votre navigateur local. On le fera dans une dernière vidéo, d'accord? Donc là, en fait, on va pas créer le navigateur local, on va utiliser le live server de Visual Studio Code et on fera en dernière vidéo pour je vous montrerai comment créer votre propre serveur local, d'accord? Donc, comment récupérer le source? Eh bien, vous venez ici, donc je vous rappelle les amis, vous faites HTTPS, vous faites une pause là, puis vous aurez l'écran. Enfin, l'écran sera stoppé, donc vous aurez l'adresse. Donc, HTTPS, github.com, tout attaché, /paddle avec un grand P, /js. Donc, vous allez arriver sur cette page-ci. Vous venez ici, les amis, et c'est simplement, vous allez faire un download. Donc, vous allez récupérer tout l'environnement de votre projet ici, vous l'aurez dans un zip. Ensuite, ce zip, vous le dézippez, classiquement, vous le mettez dans un répertoire, le vôtre, donc de votre répertoire de travail pour les projets JS, et vous l'ouvrez avec votre IDE choisi, d'accord? Donc Atom, Brackets, Jenny, ou même l'éditeur de texte le plus basique qui est. D'accord les amis? Donc je reprends, github.com, Arduino, paddle.js. Voilà, on va sur il a écrit clone ou download, vous cliquez dessus, et là vous faites un down zip, hop, vous récupérez ceci dans votre répertoire, et que vous dézippez, et vous pouvez installer. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce répertoire-ci? Eh bien déjà, on va trouver le Sketch.js, hein. Je vous rappelle que c'est le point d'entrée. Hein. Pour entrer dans ce jeu, cette bibliothèque P5.js a besoin de ce fichier Sketch.js. On a besoin aussi de l'index HTML. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Donc je vais aller un peu plus vite. On va voir aussi un répertoire dans lequel on va mettre toutes nos bibliothèques, à savoir p5.js, p5dom.js, p5sound.js et une surprise. Vous verrez tout à l'heure. Et je crée aussi un répertoire qui s'appelle JS. Et bien dans ce répertoire, je vais y mettre tous mes JavaScript. Donc au lieu d'avoir tout plein de fichiers ici qui traînent, hein, à part ce Sketch.js qui est vraiment le point d'entrée et le index HTML qui est le fichier qui sera ensuite envoyé au navigateur, à part ça, je crée 3 répertoires, un répertoire de librairie, un répertoire JS où je mettrai tous mes fichiers JS, et bien sûr, quand on fait un jeu, il nous faut des ressources, il nous faut des images, il nous faut de la musique, il nous faut des sons, il nous faut une fonte, si vous changez la fonte par défaut de P5.js. Et bien ça les amis, je l'ai mis dans un répertoire qui s'appelle Assets, ressources en anglais. Donc je reprends les amis, on a 2 fichiers Sketch.js classique, index HTML classique, un répertoire libraries, mais ça le P5 Generator vous l'a déjà fait, hein, le P5 Manager, vous vous souvenez, c'est des premières vidéos qu'on a faites. Par contre, on rajoute 2 autres répertoires, un répertoire JS où on va y mettre, donc si je l'ouvre par exemple ici, j'aurai des fichiers JS, donc des fichiers que je vais créer plus tard, d'accord? Donc un fichier qui s'appelle actors avec un s.js, un stage avec un s.js. Alors, on en parle tout de suite après de ce fameux stage. Donc un répertoire.js. Et dans mon jeu, j'ai besoin de ressources, d'images, de vidéos, peut-être si vous faites un jeu un peu spécial, de sons, de musique, bon bref. Bah, tout ça, je l'ai mis dans un répertoire de assets. Donc vous le cliquez là,
Et là, vous avez par exemple ici toutes mes images. Donc voilà toutes mes images en PNG ou en BMP dont j'ai besoin. J'ai besoin d'une image pour faire la balle, une image pour faire la raquette, une image pour, je sais pas, pour faire des blocs. Bon, voilà, il y a tout ce qu'il faut ici, d'accord? Dans assets underscore image, vous avez les images. Dans musique, eh ben, je vais mettre mes musiques, mais vous pouvez mettre les vôtres, il n'y a pas de souci avec ça. Soit du MP3, soit de l'OGG. Alors l'OGG, c'est le format libre pour le MP3. D'accord? Maintenant, le MP3 est un format libre de droit, donc il est rentré maintenant dans le domaine public. Vous pouvez utiliser soit des fichiers OGG, soit MP3, ça ne pose plus de problème par rapport au copyright. Et bien sûr, j'ai encore un répertoire qui s'appelle Sound. Alors, il y a une différence entre le sound et la musique. Le sound, c'est un bruit, donc ça dure, c'est bref, ça dure le temps de quelques secondes. La musique, c'est une musique de fond. Donc là, elle peut durer le temps, elle peut durer 2, 3, 5, 10 minutes, le temps que votre jeu existe, d'accord? Donc, ne confondons pas les musiques qui seront dans un répertoire spécifiquement musique et les sounds. Donc, par exemple, quand la balle va rebondir sur la raquette, on va faire un bang. Par exemple, quand la balle va toucher un bloc, on va lui donner un son particulier pour que les choses soient plus jolies, disons, pour qu'il y ait une réaction, pour qu'il y ait un retour par rapport pour que le gameplay, disons, soit plus optimum. D'accord. Donc, les amis, il faut récupérer ce fichier-ci. D'accord? Bien. Alors, la question qui se pose, et ça, il faut toujours l'avoir en tête, c'est que avant de commencer à programmer, avant de commencer à rentrer du code, il faut imaginer, voir comment on va se comporter, de quoi on va avoir besoin, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place. Donc ça, c'est la première étape. Elle est très importante. Ne passez jamais cette étape. N'allez pas tout de suite rentrer dans le code. Allez, je me crée mon objet, etc. Non, non. On prend un papier, on se met autour d'une table, si vous êtes plusieurs sur le projet, et on se dit, voilà, on veut faire un casse-brique. Qu'est-ce qu'un casse-brique? Donc là, je vais vous montrer la mécanique. Donc vous analysez ce que vous avez besoin. Donc j'ai besoin d'une raquette, j'ai besoin d'une balle, j'ai besoin d'un bloc, j'ai besoin de mettre mes blocs sous une forme particulière, sous une forme de matrice. J'ai besoin de détecter que la balle touche, vient rebondir sur ma raquette, sur mes murs, sur mes blocs. Donc vous voyez, tout ça appelle des objets. Donc chaque objet, il y aura un objet pour la balle, un objet pour le paddle, un objet pour le bloc, etc. Bien. Ça, c'est pour les objets. Maintenant, au point de vue, disons, fenêtre. Quelles sont les fenêtres dont on a besoin? En général, si votre jeu est bien fait, vous avez plusieurs fenêtres. Vous avez une fenêtre, disons, d'introduction. Vous mettez le nom du jeu, d'accord? L'auteur, ça fait toujours du bien pour son ego. Vous pouvez spécifier quelques options. Vous pouvez donner une option, tiens, rentre ton pseudo. Vous demandez au joueur, donne-moi ton pseudo, comme ça j'utiliserai tout au long du jeu. Donc on peut spécifier le pseudo. On peut spécifier d'autres options. Est-ce que tu veux que je mette du son? Est-ce que tu veux pas que je mette du son? Est-ce que tu veux que je mette le son plus fort? Est-ce que tu veux que je mette moins fort? Si tu as plusieurs niveaux dans le jeu, quel niveau veux-tu qu'on joue? Vous remarquez que je tutoie le joueur, d'accord? Donc, voilà, donc on spécifie comme ça plein de petites options. Et puis le joueur va ensuite activer donc une touche entrée, retour, cliquer ici, cliquer là. Et on va faire une deuxième fenêtre, qui est une fenêtre de jeu. Donc là, le jeu se déroule vraiment. Donc là, le paddle se déplace, la balle rebondit. Donc on a une fenêtre de jeu. Fenêtre d'introduction. Une action, on passe maintenant dans une fenêtre de jeu. Et malheureusement, au bout d'un certain temps, donc le jeu va se compliquer, parce qu'il serait bien que le jeu se complique, la balle aille de plus en plus vite, que les rebonds soient de plus en plus bizarroïdes, même aléatoires. Et donc les choses vont se compliquer. Donc forcément, à un moment donné, le joueur va perdre. Donc il faut lui dire, tu as perdu déjà. Et on peut donner plein d'informations. On peut dire, voilà, t'as perdu, mais t'as eu ça comme point. Alors, on lui dit quand même, t'as perdu, mais bon, t'es pas si mauvais que ça. Et on peut dire, maintenant, tu veux faire quoi? Tu veux rejouer? Tu veux quitter? Enfin, il y a plein d'options. Donc, il y a une fenêtre d'introduction, une fenêtre de jeu, proprement dite, et une fenêtre de conclusion. Comment gérer autant de fenêtres? Et on peut en créer d'autres, bien sûr. Comment gérer autant de... Par exemple, là, vient l'idée, on pourrait dire, voilà, on va créer une fenêtre dans laquelle on va dire au joueur de choisir sa raquette. On peut proposer, comme ça, plusieurs types de raquettes, de couleur bleue, couleur verte, couleur rouge, couleur rose. Les balles, pareil. Donc, on peut spécifier, comme dans les jeux de joueurs, FIFA et autres, on vient spécifier les caractéristiques de votre joueur, la tenue, la vitesse, bref. Vous avez compris. Eh bien, pareil, donc, on pourrait faire ceci, on pourrait définir plusieurs paddles et le joueur vient choisir le paddle qui lui est scié, celui-là qu'il aime bien. Mais le souci, les amis, c'est comment gérer plusieurs fenêtres, sachant que je n'ai qu'un canvas. On va dire, c'est simple, on va créer plusieurs fenêtres, on va créer des objets.
Voilà. Et puis, on va mettre des if, on va mettre des switch, et puis en fonction de if, de machin, on va faire dans la fenêtre, dans la boucle draw, on va dessiner uniquement la partie de programme qui correspond à la fenêtre du jeu. Ouais. Vous sentez que les choses vont pas être jolies à regarder au niveau code. Hein. Ça va être un peu spaghetti. Il y a peut-être une façon plus élégante de faire. D'accord? Alors, moi, je vous propose de faire ceci. Donc, j'ouvre mon petit truc. Là, je viens chercher. Alors, il est où? Ouvrir, voilà. On va ouvrir ça. Alors, on va mettre ça comme ça. Ne paniquez pas, ça a l'air compliqué. On va vous expliquer un peu la chose. Alors, je vais mettre un petit zoom un peu plus grand. Donc, je vous disais, on a 3 stages. D'accord? Alors, pardon, je parle de stage, je vous dis pas ce que c'est. Alors, les amis, dans la suite des événements et dans la suite des tutoriaux, j'appellerai stage la fenêtre. Donc, chaque fenêtre de jeu, d'accord, est un stage. Un stage, donc scène en anglais. Donc, par exemple, j'ai une scène de menu, voilà. Donc, dans ce menu, je vais donner le nom du joueur, je vais rentrer des options, je veux du son, je veux pas de son. Donc, c'est une fenêtre menu. Et bien, cette fenêtre s'appelle stage. D'accord? Il faudra faire un stage menu. Donc, un premier objet, stage menu. Ensuite, on passera à un deuxième stage, qui est le stage de jeu, donc proprement dit. Donc, le stage play. Et puis, à un moment donné, le joueur a perdu. On va introduire un nouveau stage, donc un nouveau scène. Cette scène, on va l'appeler stage score. Donc, en fait, c'est le score qu'a obtenu votre joueur. Donc, j'ai 3 stages différents. Donc, chacun, c'est un objet. Hein. On va programmer en orienté objet. C'est-à-dire que ici, j'ai un objet stage, un objet play, un objet score, qui eux-mêmes sont des stages. Mais, les amis, je n'ai qu'un seul canvas. Alors, comment gérer les 3 stages qui est devant vous, et je peux en avoir plusieurs, par rapport à ce canvas? Eh bien, ce que j'ai fait, pour me simplifier la vie, j'ai créé moi-même des objets, enfin moi-même avec mes petits doigts, j'ai créé moi-même mes propres objets. Donc je vais créer un objet, qui est à votre disposition bien sûr, qui va manager, qui va gérer les stages. J'ai appelé ça un stage manager. Quel est le but du jeu? Eh bien, on va créer ces 3 stages. D'accord? Ces stages seront à disposition. Ils seront dans la mémoire. Et c'est pas nous qui allons gérer les stages. C'est le stage manager qui va gérer les stages. Donc c'est un objet particulier qui a pour fonction de s'occuper de la gestion des stages. Moi, je veux pas savoir comment ça se fait que on passe d'ici au canvas. À la limite, c'est pas notre problème, c'est le problème du stage manager. D'accord? Donc la programmation orientée objet nous permet de faire des abstractions. C'est-à-dire voilà, je crée un objet, son propos c'est de manager tout ça, moi ensuite j'appelle les fonctions et lui il se débrouille. Eh bien on va faire ça. Donc dans la bibliothèque que j'ai conçue, qui sera à votre disposition dans le Git et donc quand vous allez télécharger la chose, elle s'appelle gameengine.js. Donc si je retourne ici dans le Git, ici dans ma libraries, vous allez trouver un fichier supplémentaire. Donc à partir en plus du p5.js, du p5 du p5, vous allez trouver un fichier qui s'appelle gameengine.js, qui a quoi? Eh bien dedans, vous allez trouver plein de petits objets qu'on va utiliser pour nous simplifier encore plus la vie. Donc on a déjà une bibliothèque qui s'appelle p5.js qui nous simplifie la vie. Eh bien grâce à le Game Engine, on va simplifier encore plus la vie. Vous allez voir, c'est encore plus simple. Alors bien sûr, je vous invite fortement à aller voir le gameengine.js, il y a des choses que je vais détailler, d'autres moins, je vais vous laisser un petit peu chercher. En tout cas les amis, si vous utilisez cette bibliothèque, elle est à votre disposition dans le Git. D'accord? Alors, la question c'est, on est bien gentil là, d'accord, on a un manager. Bon déjà, je ne sais pas comment on va créer le manager, mais admettons qu'on a un manager. Mais comment faire pour que le manager gère ses stages par rapport au canvas? J'ai un canvas, j'ai une fenêtre d'écran si vous préférez, et à sa disposition, il a ici 3 screens ou 3 stages ou 3 fenêtres de visu si vous préférez. Eh bien, on va utiliser un tableau. On va utiliser un tableau en JavaScript et on va mettre des stages dans une pile. On va faire des empilements et des dépilements de piles. Je m'explique. Imaginez une pile. D'accord? Imaginez une pile. Vous avez 3 livres. On va prendre l'exemple des livres, ça sera plus simple. Vous avez 3 livres. Vous avez un livre qui s'appelle Score, un livre qui s'appelle Play, un livre qui s'appelle Menu. D'accord? Et vous ne pouvez lire qu'un seul livre à la fois. Donc à partir de ces 3 livres-là que vous lisez, vous ne lisez qu'un seul livre à la fois. Donc si vous êtes très fort, mais classiquement, un être humain normalement constitué ne peut lire qu'un seul livre à la fois. Mais par contre, je dispose de 3 livres. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, quand je lis un livre, les 2 autres sont dans une pile.
Donc imaginez, vous empilez les livres, vous les mettez les uns au-dessus des autres. Donc on pourrait se dire, je vais commencer par le premier livre. Donc quand j'ai fini de lire le livre, je vais le mettre dans une pile. Donc on va faire ça, on va faire une pile comme ça. Et on va empiler les stages. Par exemple, dans le premier, dans ma pile, d'accord? Alors, pile en anglais c'est stack. Donc dans mon stack, dans ma pile, je vais empiler donc mes stages. Par exemple, en dessous, je vais mettre le stage qui est donné par le score. Ensuite, par-dessus, je vais mettre le stage de jeu, donc de play, et par-dessus, je vais faire un stage de menu. Et le stage manager, il va empiler, dépiler, rempiler, repiler, dépiler, enfin, il va se débrouiller pour mettre à jour le canvas en fonction des stages qu'il a à disposition dans une pile. Donc, imaginez, vous êtes en train de lire un livre, vous en avez marre, vous manquez tard, vous allez vous coucher, vous mettez un marque-page dans votre livre, et ce livre, qu'est-ce que vous en faites? Vous le mettez dans la pile. Le lendemain, vous reprenez votre livre, donc vous dépilez, vous prenez le premier livre au-dessus de la pile et vous lisez. Donc, ouais, mais moi je ne voudrais pas le premier, je voudrais le deuxième. Eh bien, ce que vous allez faire, donc votre livre, vous le mettez dans la main, vous prenez votre deuxième livre qui est sur la pile, vous le prenez et vous mettez maintenant le premier livre qui s'appelait Menu sur la pile. Donc vous venez piler et repiler. Donc vous avez empilé un livre, vous le dépilez, puis vous le rempilez. Donc vous voyez, le stage manager va jouer à ça. Il va empiler, dépiler, rempiler, dépiler. Mais est-ce que vous avez à gérer ça? Non, vous n'avez pas à gérer ça. C'est l'objet qui va gérer ceci pour vous. C'est ça qui est bien. Alors, je vous invite à aller voir un petit peu les choses. Donc là, on va mettre ça un icône boss. Alors, bien sûr, vous comprendrez mieux le j'empile, je dépile, j'empile, je dépile. D'accord? Je pense qu'à force de manipuler les stages qu'on va créer au long de ce tuto, je pense que les choses seront un peu plus claires, d'accord? Mais en tout cas, ayez bien en vue d'esprit, un empilement de livres, c'est une bonne image, ça permet de comprendre ce qu'on fait. Donc j'ai un livre dans la main, je veux un deuxième livre, donc avant de poser le livre premier, je vais récupérer le livre 2 qui est sur la pile, et je repose mon livre premier sur la pile, et je lis maintenant le livre numéro 2, d'accord? Donc je vous invite à aller dans Visual Studio, voilà, on va fermer ça. On va aller ouvrir un autre fichier. Donc, ouvrir le dossier. Donc, vous ouvrez le .zip qui a été sur Internet récupéré. On va l'ouvrir. Donc, moi, je crée un fichier. Je l'appelle Paddle Projet. Voilà. Et puis, je vais ouvrir celui-là. Alors, à ma gauche, alors je vais ouvrir ici. Donc, on en retrouve donc, les assets. Alors, vous le verrez peut-être mieux si je fais ça. Si je fais ça, si je vais dans là, si j'ouvre ensuite là, donc il faut bien être ordonné, hein, faites pas comme moi, hein, soyez bien ordonné. On va aller là, non, c'est pas là que je vais aller, c'est là que je vais aller. Donc les amis, on va mettre ça comme ça. Donc je vous disais, on va retrouver le sketch.js, on va retrouver l'index HTML, on va retrouver notre répertoire libraries dans lequel vous allez contenir les 3 bibliothèques P5 plus la GameEngine.js. Donc un nouveau fichier est apparu. Ici dans les assets, vous allez trouver. Alors moi j'ai mis ici des fontes. Si vous voulez changer la fonte par défaut, il y a 2 petites fontes. Vous l'utilisez ou pas, c'est vous de voir. Comment utiliser les fontes? Eh bien c'est simple. Vous allez sur Internet, vous allez dans la doc P5.js, ils vous diront comment faire. Donc là, je voulais chercher. Donc assets, et c'est pas difficile, hein, c'est pour ça que je voulais chercher. Ici, dans l'image, donc vous voyez, j'ai une balle qui est plutôt couleur verte. J'ai un bloc de couleur bleue, un bloc de couleur vert, un bloc de couleur rouge, un bloc de couleur yellow jaune. Et puis là, on peut changer on peut mettre ici un nouveau. Et puis j'ai un petit paddle, on peut mettre aussi des petits murs. Alors, on peut s'amuser à un moment donné à mettre des murs qui se déplacent de façon aléatoire dans votre jeu, qui viennent en interaction avec la bille, et du coup il y a encore des rebonds encore plus spéciaux. Donc voilà, on peut augmenter la difficulté de la chose. Et ici dans Assets, donc les musiques, j'ai mis 2 petites musiques, un en MP3, un en SGG. Et dans les sounds, donc là il y a des sounds de bounce pour la balle, des sounds quand la balle réapparaît, on verra pourquoi, et l'explosion, en gros lorsque la balle va toucher un petit bloc. Du coup les amis, je me suis trompé dans mon fichier, donc je vais ouvrir l'espace IVA, ouvrir le dossier. Je remonte d'un cran et je vais ouvrir le bon fichier, c'est-à-dire je vais ici et je vais ouvrir celui-ci. Non, il faut que je remonte d'un cran et je dise valider. Voilà. Ok, tout va bien. Donc ce que j'ai fait, j'ai ouvert Game Engine, d'accord? Ouvrons Game Engine. Oulala, oulala, oulala. Oulala, oulala.
Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et puis c'est long en plus. Eh oui, c'est long parce que, évidemment, il y a pas mal de choses. Alors évidemment, si vous modifiez quoi que ce soit dans ce fichier, attendez-vous à que ça ne marche pas. On est bien d'accord avec ça. Donc si vous changez une ou deux lignes dans ce fichier qui est relativement long, eh bien évidemment, ça ne marchera pas. Donc ouvrez-le, parcourez-le, mais surtout, ne changez rien. Ou changez, mais sachez ce que vous changez, si vous voulez que ça marche par la suite. D'accord? Donc ça, on en parlera les breakbands un peu plus tard. On va aller tout de suite aller voir le stage. Donc voilà, le stage. Ah bah, le stage, il n'y a pas grand-chose. Et oui, effectivement, le stage, il n'y a pas grand-chose. Résumons. C'est quoi un stage? C'est une fenêtre de jeu. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire à cette fenêtre? Il faut l'avoir à l'écran. Donc, il faut faire un rendu. Donc, il y a une fonction render, ici. D'accord? Ensuite, il faut mettre à jour votre paddle. Le paddle va se déplacer, la balle va se déplacer. Donc, il y a des mises à jour à faire. Donc, il y a des fonctions update à faire. Donc, il y aura forcément des updates. Mais le stage, il est créé dès l'entrée. Donc, dès la création du jeu, on va créer tous les stages. Donc, le stage d'introduction, on va la créer. On va créer le stage de play. On va créer le stage de conclusion, celui-là. Donc, je ne peux plus ensuite agir sur ce stage. Et bien, de fait, j'ai créé deux fonctions. Une fonction qui s'appelle onEnter. Donc, à l'entrée de mon stage, qu'est-ce que je peux faire? Et onExit, en sortant de mon stage. Quand je rentre dans le stage, cette fonction va être appelée, elle s'appelle onEnter. Bon, il y a des paramètres, mais pour l'instant, vous les oubliez. Et quand on sortira de notre stage, on a une fonction qui s'appelle onExit. Je reprends, les amis, pour que ça soit bien clair. Il est à votre disposition dans la Game Engine un objet qui s'appelle stage, que vous allez utiliser par la suite. D'accord? Dans ce stage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fonctions. Donc, bien sûr, il y a un constructeur. Il y a des fonctions. Une fonction qui va mettre à jour les objets que contiendront votre stage. Oui, le stage va posséder des objets. Le paddle sera dans le stage play. La bille sera dans le stage play. Donc les stages, donc les écrans, chacun auront des propres objets. D'accord? Il y a des objets, chaque stage a un objet. Et on va mettre à jour ces objets via la fonction update. On va faire s'afficher les objets à l'écran à partir de render. Quand on va rentrer dans le stage, eh bien, on va rentrer dans une fonction qui s'appelle onEnter. Et quand on sortira du stage, on fera la fonction onExit. Alors, par exemple, à quoi peut servir onEnter, onExit? Imaginez, vous avez 3 stages. On pourrait faire 3 musiques. Donc, c'est-à-dire que chaque stage a un fond musical différent. Mais comment changer la musique en fonction des stages? Eh bien, quand je rentre dans un stage, quand je ferai onEnter, je mettrai en œuvre une musique particulière. Et quand je ferai onExit, eh bien je dirais, comme tu vas sortir de ce stage, tu vas arrêter la musique. Donc grâce à ces deux fonctions qui sont onEnter, onExit, on mettra ou on éteindra certains objets, certaines musiques, certains sons, certaines choses, disons. D'accord? Donc j'ai un stage. Alors je ne vais pas rentrer dans le stage manager parce que là c'est très compliqué. Donc prenez l'objet tel quel. Le stage manager, il a un tableau. Vous voyez ici, un tableau vide. Et on va empiler dans ce tableau et y mettre des objets qui sont des stages. D'accord? Donc j'ai un stage et un stage manager qui a pour fonction quoi? De créer la gestion de mes stages, si vous préférez. Bien. Remontons un petit peu, tant qu'on y est, on y va vraiment. Alors, le RedBanks, à quoi il sert le RedBanks? C'est un objet, évidemment, c'est une classe. Le RedBanks va nous être très utile. Donc c'est un rectangle qui va nous être très utile, je disais, pour les collisions. Comment détecter que deux objets rentrent en collision? Eh bien, il y a plusieurs façons. Eh bien, moi, j'ai pris une façon très simple. Je vais regarder si deux rectangles sont en collision. Parce que pourquoi deux rectangles? En général, une image, qu'elle soit BMP, GIF, PNG, c'est un rectangle d'image. Donc, pour voir si deux images rentrent en collision, il suffit de regarder si leur rectangle contenant rentre en collision. Eh bien, c'est le propos de cet objet-là. Et je ne vais pas faire des if, des else et des machins dans mes objets. Je vais dire, eh bien, en fait, on va créer un objet générique qui s'appelle RecBounce, qui a pour fonction de gérer les collisions. D'accord? Donc, on va lui passer des X, on va lui passer des Y dans des positions, on va lui passer des largeurs, des hauteurs. Et si vous ne mettez rien, par défaut, le rect, il sera en 0, 0, X égale à 0, Y égale 0. Il aura une largeur de 10 pixels, une hauteur de 10 pixels. Je crée à demeure ici mes variables qui sont des instances de RecBounce. Donc, ici, c'est la position X de RedBanks, la position Y de RedBanks, etc. Et ici, j'ai une fonction qui dit overlap.
Eh bien, overlap, c'est est-ce qu'il y a surcharge? Est-ce que un rectangle est rentré en collision avec un autre rectangle? Donc, vous voyez, il y a tous ces if qui sont là, qui me permettent de savoir si oui ou non il y a overlap. S'il n'y a pas d'overlap, j'envoie un booléen false. S'il y a eu overlap, donc il y a eu collision, il renvoie true. Donc, il va renvoyer un booléen qui sera vrai ou faux en fonction s'il y a collision entre le rect qui est ici, donc le lui-même, et le target qu'on enverra. Donc on mettra un target dans l'overlap, lui il va regarder si son rectband, donc si l'objet proprement dit, celui dont on parle actuellement, est en collision avec une target qu'on mettra en argument. On mettra à jour, bien sûr, parce que le rectangle doit bouger, hein, parce que l'objet bouge. Bah, il vient aussi avec son rectangle de collision, si vous préférez. Donc, rectangle ou rectangle de collision. Il faut mettre à jour le rectangle de collision. On peut aussi demander à ce que le rectangle de collision apparaisse à l'écran, hein, pour une sorte de debug. Mais ça, on le mettra un petit peu plus tard en œuvre. Et je peux décider de réduire en temps réel mon rectangle de collision. Par exemple, au début, je peux faire un rectangle de collision très petit. Du coup, ça devient plus facile, d'accord? Parce qu'il y a moins de collisions, parce que quand la balle touche, par exemple, le fond d'écran, si j'ai un petit rectangle, eh bien, j'ai plus facile avec un rectangle. Alors, c'est un mauvais exemple. Prenons deux objets. Si le rectangle de collision est très petit, les objets peuvent se passer les uns sur les autres sans qu'ils se touchent. Tant que les deux rectangles ne se touchent pas, il n'y a pas de collision. Donc, je peux faire des inflates. Donc, inflate, c'est-à-dire qu'on va réduire en temps réel le rectangle de collision en X et en Y. D'accord? Donc, admettons, si j'ai un rectangle de collision qui fait 100 pixels de largeur, si je fais inflate 10, eh bien, je vais faire 4, donc je vais réduire 10 pixels vers la gauche et 10 pixels vers la droite. Donc, mon rectangle de collision n'aura plus que 80 pixels de largeur. Et surtout, je me suis créé une classe Entity. Donc, c'est la classe qui est le point central de la Game Engine, c'est la classe Entity. C'est elle qui va être à l'origine de la création de tous les objets qu'on va faire. Un paddle, ce sera une Entity. Une balle, ce sera une Entity. Le bloc, ce sera une Entity. Donc, tout ce qui bouge, tout ce qui s'anime, tout ce qui a une interaction avec les uns avec les autres, eh bien, c'est une Entity. Alors parfois, dans des jeux, on trouve le mot sprite. J'aurais pu utiliser le mot sprite. Là, je change un petit peu. Je l'appelle entity comme entité. Alors, on en parle dans la prochaine vidéo de entity, d'accord? Donc, vous verrez à quoi ça sert toute cette entité. Évidemment, il y a pas mal de fonctions. Et on va mettre, dans la prochaine vidéo, on mettra en œuvre le paddle. Et là, je vous montrerai à quoi servent toutes ces fonctions. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le sketch.js. Au nom de Dieu, vous commencez déjà à pique-niquer. Ah oui, il y a des choses qui sont déjà un peu lancées, parce que je m'avance un petit peu. Donc je crée ici un canvas qui fait 600 par 500 pixels, donc 600 pixels de largeur, 500 pixels en hauteur. Et j'ai créé un gstage égale new map. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, on nous a pas parlé du new map. Eh bien, new map, c'est un nouvel objet qui est apparu en ES6. Et de quoi parle-t-on? Donc je vous avais dit dans les premières vidéos, quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le MDN. Eh bien, allons sur le MDN. Donc je vais vers ici la page MDN. Ouvrons ici le Mozilla MDN. Et qu'est-ce que c'est que l'objet map? Eh bien, je lis. L'objet map représente un dictionnaire, autrement dit une carte de clés-valeurs, n'importe quelle valeur en JavaScript, hein, qui peut être n'importe quelle valeur en JavaScript. Donc vous vous souvenez, on avait parlé des objets littéraux. On avait une clé, une valeur. Eh bien, grâce à l'objet map, j'ai la même chose, mais maintenant pour les tableaux classiques. D'accord? Donc, je vais pouvoir créer un tableau, donc un map, donc je puisse rentrer la clé et la valeur. D'où l'objet map. Alors, attention, c'est une nouveauté du E6. D'accord? Donc là, je vous laisse là la petite chose. D'accord? Et je pense qu'il nous montre un petit exemple. Voilà. Donc ici, vous voyez, on crée une nouvelle map. Donc on fait var map. Nous, on mettra let ici. New map. On crée des objets littéraux en objet clé, on crée ici une fonction, on crée ici une chaîne de caractères, et on va mettre tout ceci dans un gros sac, et ce sac s'appelle grand map. Et on lui passera une clé. Donc on fait map.set, on lui place la clé, donc ici la clé c'est un objet littéral, et on lui associe l'objet considéré. D'accord? Donc map, on va utiliser pour faire quoi? Alors je reviens ici. Eh bien en fait le map va contenir tous nos stages. Le map va contenir tous nos stages. Et comme on peut passer une clé, on va lui mettre des clés par rapport au stage. D'accord? Donc on aura besoin de
gstage. Donc gstage, c'est une variable de type constante. On va créer l'objet map. L'objet map va exister une fois pour toutes. On ne va pas changer l'objet map. Le contenu va changer, mais pas l'objet lui-même. Donc on va créer un gstage qui va contenir nos stages. Et on utilise l'objet ES6. Alors pourquoi utiliser un map? Pour l'utiliser, tout simplement. Pour vous montrer des objets, on est là pour apprendre. Donc là, je vous montre un objet nouveau en ES6, le map. Ne vous inquiétez pas, on va utiliser, on verra comment utiliser ça. Pour gérer les stages, on a vu qu'il y avait un on avait un stage manager, d'accord? Eh bien, je vais créer une variable qui s'appelle un objet qui s'appelle GSM pour Game State Manager. Ce GSM, il sera global à votre projet. C'est lui qui va être à l'origine de la création de mon stage, de ma gestion des stages. C'est lui qui va gérer tout ça pour moi. Je n'ai pas à me soucier avec ça. Donc, je vais créer un GStage où j'aurai tous mes stages en mémoire. Et je vais créer un Game Stage Manager, un GSM, qui va... Bah oui, j'ai fait exprès. Qui va ensuite gérer tous ces stages. D'accord? Bien. Les images, les sons... les fontes, tout ça, il faut les mettre quelque part. Eh bien, on va les mettre dans une objet littéral. On va appeler ça G-texture. Donc, toutes les textures, en fait, toutes les images, on va les mettre dans un objet littéral. Pour ça, j'ai créé ici un let G-texture. Et c'est un objet littéral vide. Les sons, on va les mettre dans un objet littéral également. J'ai fait let G-sounds avec un S. C'est un objet littéral, on y mettra tous les sons. À quoi ça sert? Vous verrez un petit peu plus tard, dès la prochaine vidéo, vous verrez à quoi ça sert. En tout cas, je vous montre les petits objets dont on a besoin tout de suite pour vous montrer un petit truc. Le G-input, on n'en parle pas aujourd'hui, on va en parler un peu plus tard. Et vous voyez, j'ai créé 3 variables, now, x, dt. Alors, ça on en parlera la prochaine fois, Donc ici dans le setup, j'ai créé create canvas, je lui passe la largeur, je lui passe la hauteur. Ça on en parlera la prochaine fois. En tout cas, il y a un point sur lequel je veux qu'on termine là-dessus, et qui est très important pour la suite. Pour l'instant, les images, on pourrait les faire bouger de pixel à pixel. Le souci, c'est que si je fais bouger mon image de 2 pixels, en fonction du FPS, donc des frames par seconde, il va se déplacer plus ou moins vite. Ce qui serait bien, c'est d'avoir la notion de FPS. En cran, quel est le temps? Au bout de combien de temps mes images sont rafraîchies? Est-ce que je suis sur un FPS de 50 images par seconde? Est-ce que je suis sur un FPS de 30 images par seconde? Est-ce que je suis sur un FPS de 60, ou 30, ou 40 ou tant? Donc ça, on ne peut pas le maîtriser, parce qu'en fait, ça va dépendre de la performance de votre ordinateur, de votre microprocesseur et de votre navigateur. Donc on ne maîtrisera pas forcément les FPS. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est d'avoir le temps entre deux images, donc le temps de FPS, le temps d'échantillonnage si vous préférez. Et bien pour ça, on va essayer de récupérer cette information-ci. Comment faire? Dans la bibliothèque Pifavjs, il y a une fonction qui s'appelle mills, qui d'ailleurs existe aussi en Arduino. Elle vous renvoie le nombre de millisecondes actuel. Donc depuis que vous avez ouvert votre navigateur, enfin disons le programme, sketch.js, et bien mills va vous dire le temps qui s'écoule en millisecondes. Et bien cette variable-ci, enfin cette quantité-ci, je la mets dans une variable que j'appelle now. En fait, c'est le temps de maintenant. Et vous remarquez que cette fonction apparaît dans draw. Donc draw, c'est une fonction qui va être appelée de façon répétitive. D'accord? À chaque frame, je rentre ici. À chaque frame, je rentre ici. À chaque frame, le now récupère le temps qui est maintenant, enfin le temps de maintenant. Les choses se passent, le now maintenant récupère le temps de maintenant, qui n'est plus le même que d'avant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le delta t, donc le temps différent entre le temps de maintenant et une variable qui s'appelle x. Et comme c'est des millisecondes, moi j'aimerais voir le temps en secondes. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de faire le temps en millisecondes divisé par 1000. Donc de fait, dans la variable dt, j'ai le temps qui s'écoule entre 2 frames en secondes. Donc je vais faire des choses, ça on verra ça la prochaine fois. Et ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais mettre à jour ma variable x qui vaut maintenant now. De fait, la prochaine fois, le now sera différent, mais le x ayant gardé la valeur précédente, j'obtiens ici le vraiment delta t. Donc j'obtiens grâce à ce process la différence de temps qu'il y a entre 2 frames. Donc j'ai en fait la période d'échantillonnage. Exemple, si j'ai un FPS de 50 images par seconde, je vais avoir un delta t, donc une période de rafraîchissement de 20 millisecondes. D'accord? Si j'ai un frame de 60 images par seconde, je vous laisse calculer le delta t. Donc il suffit de faire delta t, c'est quoi? C'est 1 sur 60, mais attention, ça donne le temps en secondes. Et vous, le temps, le now vous le donne en millisecondes, donc la conversion ici.
Alors je vous invite à aller voir ce que ça donne. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit console, on va faire console.log. On va lui afficher le dt égal, on va faire un petit espace ici, plus j'appelle le dt, plus on va mettre deux petits points, on va faire un petit espace ici et ici, et puis là on va lui afficher par exemple l'inverse du dt, on va faire 1 divisé par dt. Si je ne mets pas ça au bon endroit, ça peut pas le faire. Donc point, donc plus 1 sur dt. Donc on regarde si je ne me suis pas trompé. Donc j'ai un dt qui me donne le temps périodique entre deux frames si vous préférez. J'ai aussi 1 sur dt qui me donne le nombre d'images par seconde. Donc on va faire CTRL S. On va relancer la chose, mais la chose était déjà lancée. Donc je viens ici, je rafraîchis ma page. Donc je vais relancer la chose, ce sera plus simple. Donc je reviens ici, j'arrête cette chose-là. Voilà. Et je relance la chose. Donc je viens ici, je fais Open Valve machin. Voilà. Firefox est ouvert ici, théoriquement. On appelle la console. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a un dt qui varie grosso modo ici. Donc je vais cliquer, on va rafraîchir. Voilà. Donc on a un dt. Alors ce qu'on peut faire pour le faire, on va faire un no loop dans la console. Et les choses devraient s'arrêter. Voilà. Donc là j'ai un dt 0,16, donc 16 millisecondes. J'ai un dt qui fait 23 millisecondes. Donc il varie ce dt. D'accord? Entre deux frames, c'est pas dt constant. Parce que le navigateur, malheureusement, en fonction de la puissance de votre machine, des actions, des tâches de fond, etc., le dt n'est pas tout à fait constant. En moyenne, vous voyez, on tourne autour de 60 images par seconde. Mais en tout cas, les amis, je viens de récupérer le dt. C'est très important. De fait, je sais le temps qui passe. Et mes images, je vais les animer en fonction de ce fameux dt. Donc on passera ce dt aux objets qu'on créera prochaine fois. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi, si vous êtes l'après-midi. Et bien, à bientôt. Merci. Au revoir.